Voir qu'il s'agit du stress, quels sont les signes, quelles sont les conséquences sur notre santé. Nous en parlons et surtout comment gérer son stress, comment régler les problèmes de stress. Nous en parlons ce matin avec le professeur Issouf Ouattara, professeur de méditation transcendantale et de yoga, un spécialiste de la question. Et nous avons eu plusieurs émissions les années antérieures et beaucoup de personnes ont été vraiment édifiées par la qualité de tout ce qu'il dit. Et aujourd'hui encore, il est avec nous. Je vous permettrai tout à l'heure, dans la deuxième partie, d'échanger avec lui. Mais avant cela, il faut présenter l'équipe du jour. Valka est à la mise en onde de cette émission. Valka, tu as aussi froid que ça avec ce fou-là, d'accord? Et puis, elle, c'est Aïssata Koulibaly. Elle réalise cette émission. Je suis Bintou Sanogo. Et puis, le professeur Issouf Ouattara, à qui nous disons bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, Bintou. Bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci bien. Merci. Ça fait un moment, professeur? Oui, ça fait un moment. On va dire que beaucoup doit couler sous les ponts. C'est ça. Voilà, mais on est là quand même. D'accord. C'est le plus important. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Alors, vous êtes professeur de méditation transcendantale et de yoga. Yoga, peut-être que beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est que la méditation transcendantale? Bien, alors, quand vous avez annoncé le thème du jour, on va parler du stress. Oui. Donc, stress, définition et enjeu pour notre société actuelle. Alors, la méditation transcendantale vient justement dans ce sens-là. Donc, c'est une technique de relaxation profonde et de développement de la conscience. C'est une technique mentale qu'on pratique mentalement, assez confortablement, les yeux fermés. Elle permet d'apaiser l'esprit, de calmer l'esprit jusqu'à son état le plus apaisé possible, qu'on va appeler l'état de moindre excitation de la conscience. Donc l'esprit se calme totalement. Et comme l'esprit est intimement lié au corps, quand l'esprit fait une expérience, le corps doit faire une expérience correspondante. Donc lorsque l'esprit se calme, naturellement, le corps lui va commencer à se reposer, à se relaxer. Donc quand l'esprit est totalement apaisé, le corps est totalement reposé. Il fait l'expérience d'un niveau de repos qui est 2 fois plus profond que celui du sommeil. Donc c'est un repos qui permet d'extirper la fatigue, d'éliminer la fatigue. D'où technique de relaxation profonde. Elle permet aussi de développer le niveau de conscience. Ça veut dire qu'elle va favoriser une optimisation du fonctionnement cérébral. Ça veut dire que le cerveau va commencer à fonctionner de mieux en mieux par la transmission de l'influx nerveux, par sa structure même, par le psychisme qui va fournir, qui va être à la base en fait des pensées que nous allons avoir et tout ça. Donc cela nous permettre d'avoir en somme un développement de la conscience, c'est-à-dire qu'on va passer des états ordinaires de conscience, veille, rêve et sommeil profond, à des états plus élevés de conscience. Mais comprenez cela en termes de perception, de qualité, d'appréciation et d'acceptation en fait, des différents phénomènes, de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, de ce que nous sommes nous-mêmes. Quand on parle de perception, c'est comment nous percevons les choses. Quelle est la capacité intellectuelle que nous avons pour analyser, pour discriminer, pour percevoir, pour réagir naturellement en fonction des stimulus sensoriels, pour réagir aux différentes situations de la vie. Donc, en somme, la méditation transcendantale va nous permettre d'apaiser l'esprit, de reposer profondément le corps et de développer le niveau de conscience. D'accord. Okay. Alors, qui peut avoir recours justement à cette méditation transcendantale-là? Bien, elle intéresse tout le monde. Elle intéresse tout le monde, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit le niveau social, professionnel, quelle que soit l'obédience, religieuse. Qu'on soit, quelle que soit la religion qu'on pratique. Ce que j'allais demander, est-ce que naturellement, oui. Il n'y a pas une contradiction entre ce que vous expliquez et les différentes religions? Absolument pas. Absolument pas. C'est la mécompréhension. On peut participer. Absolument. Quelle que soit la religion, déjà, en termes d'âge, on commence à pratiquer la méditation. On peut la pratiquer à partir de l'âge de 3 ans. Pour les enfants qui ont une certaine maturité, à partir de 3 ans, ils peuvent commencer à pratiquer parce qu'elle est simple, naturelle et facile à apprendre. Et elle est agréable à pratiquer. On sait que les enfants aiment le bonheur. Ils aiment tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable. Donc, naturellement, les enfants sont ceux-mêmes qui excellent mieux même dans la pratique de la méditation parce qu'ils sont encore innocents, ils sont purs en termes de physiologie. Ils ont un esprit plus ou moins, encore instable parce qu'ils sont en formation. Mais ils sont innocents. C'est leur qualité première qui est là. Par contre, les adultes peuvent aussi pratiquer. En fait, les adultes doivent pratiquer là. Pour eux, ça devient une nécessité absolue parce qu'ils sont confrontés aux différentes situations de la vie, aux phénomènes tumultueux
qui vont générer le stress, dont on va parler tout à l'heure. D'accord. Voilà, donc, les adultes, pour eux, ça devient une nécessité vitale même. Voilà, et les gens se rendent de plus en plus compte. Voilà, le seul problème, c'est que quelquefois, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on fait l'amalgame entre méditation et religion. La méditation, il y a plusieurs formes de méditation. Donc, dans la religion, il y a des formes de méditation. Il y a certaines techniques de méditation que dans certaines religions, on pratique. Voilà, donc ce qui ne va pas aussi, favoriser le rejet ou le déni d'autres formes de méditation qui n'ont pas une connotation religieuse. La méditation transcendantale n'a aucune connotation religieuse. Peut-être que c'est le thème transcendantal qui montre un peu le caractère... un peu étrange, un peu bizarre. Mais comprenez que transcendantal... Un peu mystique quand même, un peu mystique. Non, mais en fait, vous savez, transcendantal, ça vient du mot transcender. Et transcender, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller au-delà. D'accord. Traverser, dépasser. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de transcendance avec la résilience, avec tout ce qu'on a subi depuis 2019 en termes de Covid, en termes de choses, de situations, de troubles sociaux, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quelle partie du monde, et ce qu'on vit actuellement en Ukraine. Voilà. Oui. Donc, on parle de plus en plus de résilience en termes de choses au niveau économique, résilience au niveau choses sociales, résilience au niveau professionnel. On parle beaucoup de... La résilience est fondée sur la transcendance. Il faut transcender ce qu'on a vécu, qui peut être traumatisant, et continuer à revivre, se stabiliser et repartir sur un bon pied, sans être perturbé par les effets négatifs des expériences antérieures. En tout cas, moi j'irai sans sourciller à aller faire de la méditation transcendantale parce que il y a tellement de choses qu'on vit et on est toujours stressé. Absolument. Alors là, quand j'ai écouté les explications tout à l'heure, ça donne 2 fois plus de bien-être que le sommeil lui-même. Absolument. Au niveau du repos, en tout cas en termes de repos, ça procure un niveau de repos qui est plus profond que celui du sommeil. Oui, quand on finit une séance de méditation, exactement. C'est comme si on avait fait un sommeil, prolongé. Voilà. Alors que la technique se pratique 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Donc 20 minutes suffit largement pour avoir cet effet-là. D'accord. Oui. C'est super. Alors, professeur, on va tout de suite aborder notre sujet parce que je ne vais pas demander encore qu'est-ce que c'est que le yoga, puisqu'on a fait déjà une émission avec vous où vous avez largement expliqué ce que c'est que le yoga et ce que ça apporte à notre santé et tout. Donc, un auditeur demande si c'est un sport ou une religion. Ah, le téléphone sonne déjà. Bon, ce n'est pas une religion, le professeur l'a déjà dit, mais est-ce que c'est du sport? Non, ce n'est pas du sport, c'est une technique mentale. Okay. Donc, elle n'est pas physique. D'accord, ok, c'est clair. Voilà, c'est une technique mentale, elle s'applique au niveau de l'esprit. Ok. Voilà. Tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions, mais déjà, vous pouvez les noter. Et puis, dans la deuxième partie, donc, vous pourrez donc échanger avec le professeur Issoufou Ouattara. Alors, professeur, on revient à notre sujet. Voilà, il fallait vraiment comprendre ce que c'est que la méditation transcendantale, puisque vous êtes un professeur et vous enseignez cela. Vous avez plusieurs personnes qui viennent vous voir. Je sais que vous donnez beaucoup de conférences dans les entreprises. Et vraiment, les gens sont chaque fois édifiés par tout ce que vous diffusez comme information. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress? Bien, alors... On entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler de stress. Je suis stressé. Qu'est-ce que c'est que le stress? Le terme stress est devenu un terme banal, galvaudé, à géométrie variable, et tout ce qu'on peut dire sur le stress. Donc, chacun y va de son commentaire. On le définit en fonction du contexte, en fonction des circonstances, en fonction du ressenti. Vous voyez? Voilà. Donc, mais le stress, en fait, au fond, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, pour être un peu plus basique, on va dire que le stress, c'est l'ensemble de toutes les réactions physiologiques que le corps développe ou qu'il génère lorsqu'il est sujet à une demande d'adaptation. Lorsqu'il y a une demande d'adaptation. Vous voyez? Donc, le stress est une réaction d'adaptation de notre corps. Voilà. Donc, le langage est toujours élevé. Hein. Bon, il faut essayer de simplifier ça pour les auditeurs. D'accord. Parce que l'adaptation, tout ça, là, c'est un peu lourd. Oui, en fait, vous savez, déjà, c'est une réaction d'adaptation. Ça veut dire que c'est une situation dans laquelle le corps qui est face à un changement
il est obligé de fonctionner par rapport à ce changement-là. Vous voyez, quand il fait chaud, le corps doit fonctionner par rapport à la chaleur. Quand il fait froid, il doit fonctionner par rapport au froid. Vous voyez, quand vous êtes face à une situation, je veux dire, effrayante, votre corps va générer des réactions, on va dire physiologiques, pour lui permettre de se confronter à cette situation-là. D'accord. En développant 2 réactions. Ou bien il fuit la situation, ou bien il combat la situation. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, les réactions d'adaptation. Okay. Une réaction d'adaptation, c'est lorsqu'il y a un changement, on doit se mettre en phase avec ce changement-là et continuer à vivre de manière équilibrée, de manière normale. Parce que tout est toujours une question de choses, de normalité. D'accord. On veut toujours avoir une situation, on veut toujours être dans une situation normale. Vous voyez? Même quand il fait chaud, extrêmement chaud, on va modifier le fonctionnement physiologique, le fonctionnement de notre corps, de manière à ressentir cette situation inhabituelle, de manière à la ressentir normale. Vous voyez? Donc, on dira qu'on s'est adapté à cette situation. Donc, le stress nous permet de nous adapter à toutes les situations, à tous les changements que nous subissons continuellement dans la vie. Vous voyez? Donc, le stress n'est pas, n'est pas fondamentalement mauvais. C'est une réaction vitale. Parce que si on ne peut pas s'adapter, pour nous, le stress, c'est totalement mauvais. Hein? Justement. Voilà. Justement. Alors que vous nous dites que ce n'est pas que la négativité. Absolument. Expliquez-nous dans les cas où le stress n'est pas bon et les situations où le stress est bon. Voilà. Donc, en fait, il y a ces 2 formes de stress. D'accord. Ce qu'on va appeler le bon stress et ce qu'on va appeler le mauvais stress. OK. Vous voyez? Alors, dans le bon stress, c'est la motivation. Il y a le désir de réussir, vous voyez, et toutes les réactions positives qui vont amener quelqu'un à se surpasser lorsqu'il rencontre une situation stimulante. Par exemple, quelqu'un qui a un examen. Voilà, quelqu'un qui a un examen, ou bien qui se donne un défi, par exemple, ou bien qui est dans une situation de compétition, vous voyez, ou bien qui subit de l'émulation. Ça veut dire que si je vois mon ami qui est en train d'évoluer, qui est en train de réussir, alors il a déjà acheté une maison, il a 2 voitures, ça c'est de l'émulation pour moi. Je dis, mais je veux dire, je suis quand même capable d'avoir le même niveau de réalisation que lui. Donc là, mon corps va générer des réactions qui vont me motiver à me mettre au travail, de manière à pouvoir aussi atteindre son niveau de développement social, matériel. On n'a pas dit de jalouser. Hein. Non, c'est de l'émulation. Travailler pour atteindre cet objectif-là aussi. Ne pas jalouser et chercher à déposséder l'autre de ses biens. Acquis. Voilà, bien. D'accord. Donc, c'est ça, en fait, le bon stress. Maintenant, alors, dans le mauvais stress, d'abord, il y a l'angoisse. Et puis, il y a la peur d'échouer. Et puis, vous savez, en plus de la peur d'échouer, il y a toute une panoplie de réactions négatives qui vont rendre une situation difficile encore plus difficile. Mal de tête, le maux de tête, le maux d'estomac, l'anxiété qui peut devenir chronique. Voilà, donc ça, c'est ça le mauvais stress. Alors, mais comment est-ce qu'on peut comprendre ce changement de forme de stress? On passe du bon stress au mauvais stress. Voilà. Parce qu'en fait, le corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, le corps s'adapte continuellement aux différentes situations de la vie, aux différents phénomènes, aux différents, que ce soit des situations négatives ou bien des calamités naturelles ou bien même des situations normales de notre vie, hein, un mariage, un examen qu'on a réussi ou bien une promotion qu'on a eue ou bien donc ce sont ces différentes situations-là qui vont demander au corps de s'adapter. Mais le corps a une certaine capacité de réaction. Vous voyez, il a une certaine force. Au-delà de cette force-là, au-delà de sa capacité, alors il va commencer maintenant à souffrir dans la réaction. Vous voyez. Donc, si on vous demande de faire quelque chose qui est, je veux dire, dans vos capacités, vous le faites avec aisance, n'est-ce pas? Mais quand on vous demande 10 fois plus, là, vous vous rendez compte que au-delà d'un certain temps, vous êtes épuisé. Et quand vous êtes épuisé, ça devient maintenant désagréable.
Alors donc, lorsqu'on dépasse ça peut être la capacité l'épuisement moral ou même physique. Mental, moral, physique, émotionnel, intellectuel, somatique, Oui. tout ce qu'il y a comme forme d'épuisement, voilà, qui se rattache à notre corps et à notre fonctionnement mental. Vous voyez? Voilà. Donc, lorsque nos capacités sont atteintes et dépassées, alors, et que l'effort continue, et que le besoin d'adaptation continue, alors nous passons au stade du mauvais stress. Donc, c'est-à-dire qu'initialement, il y a le bon stress, et puis après, quand ça perdure, ou quand ça devient plus intense, alors on va passer au stade du mauvais stress. Vous voyez? Et dans le mauvais stress, il y a tout ce qu'on a cité. Il y a l'angoisse, il y a l'anxiété, il y a la peur d'échouer. Voilà. Il y a des réactions qu'on peut noter, des réactions émotionnelles, des réactions somatiques, qui sont des maladies d'ordre organique et autres, des réactions physiologiques, des réactions intellectuelles, comme les trous de mémoire, voilà, les pertes de mémoire et autres, voilà, donc les incapacités à résoudre des problèmes, le manque de vigilance, ainsi de suite. Oui. Donc, les réactions comportementales, qui peuvent être la tremblote, le bégaiement et autres réactions, la boulimie dans l'alimentation. Voilà. Donc, il y a tout ça peut résulter de ce mauvais stress-là, le fait qu'on mange beaucoup. Bien sûr, le fait qu'on mange beaucoup est un indicateur de stress. Okay. C'est un indicateur de stress, c'est-à-dire une réaction. Justement, ces indicateurs de stress-là, comment est-ce qu'on peut les évaluer? Parce que souvent, une personne qui est dans un embouteillage, par exemple, et par exemple, peut-être qu'il doit venir faire son émission à 9h, dans le cas de... Vous parlez de vous bientôt. C'est bien vu, là. Et puis, à 8h50, se retrouve encore, en tout cas, très loin du lieu où il doit partir, il doit arriver. Et là, il se dit, en 10 minutes, vu cet embouteillage-là, je ne pourrais pas arriver. Alors, l'état dans lequel cette personne se trouve, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Bien, alors ça dépend d'abord de l'état émotionnel de la personne. Ça veut dire que tout le monde ne réagit pas de la même manière dans la même situation. Certaines personnes réagiraient de façon très intense. Donc, ça veut dire qu'émotionnellement, ils ont des réactions émotionnelles très élevées. Voilà, donc, ils sont très sensibles émotionnellement. Voilà, donc, une telle personne, dans une pareille situation, va passer par toutes les formes de réactions. Vous voyez? C'est-à-dire la colère, la frustration, l'énervement, l'hystérie. Ça peut même tendre quelquefois à la dépression sur le long du trajet. Voilà, le cœur bat fortement. Voilà, et les battements élevés de cœur, la tachycardie, effectivement, c'est une réaction, un indicateur de stress. Vous voyez? Voilà. Et comment doit réagir cette personne en principe? Bien, naturellement... Pour ne pas que le mauvais stress puisse l'habiter. Pour ne pas que le mauvais stress puisse l'habiter, moi, je pense que tout ce qui nous arrive, nous sommes en partie responsables. Ouais. Parce que tout à l'heure, avant l'émission, quand on venait, on était en train de bavarder, de causer, et vous m'avez dit que vous vous levez à 5 h du matin. Même quand vous avez une émission à 9 h. Vous partez de chez vous, ou tout au plus tard, je crois, à 6 h. Donc, vous avez 3 heures de temps pour faire le trajet. Même si vous marchez, vous avez toutes les chances d'arriver à l'heure. Vous voyez? Voilà. Donc, pour dire que quand déjà on détermine notre responsabilité dans la situation qui prévaut, alors on doit se donner les armes pour en assumer la conséquence. Donc, à partir de ce niveau de compréhension, naturellement, on va stabiliser. C'est-à-dire qu'on va faire l'acceptation de la situation. OK, je suis en retard. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis responsable de la situation. Donc, je vais accuser la chose. Et puis bon, laissez faire. Okay. Hein, voilà, advienne que pourra. Voilà. D'accord. OK. On reviendra à vous tout à l'heure, professeur Issoufou Ouattara, professeur de méditation transcendantale et de yoga. Juste marquer une pause, parce que lui, quand il est là, c'est que il est temps d'actu sport, n'est-ce pas, Fernand Kouakou? C'est la joie. Lui, il est en joie, parce que c'est le bon stress, ça, professeur. Absolument, c'est le bon stress. Voilà, super. Nous en parlons ce matin avec le professeur Issoufou Ouattara, professeur de méditation transcendantale et de yoga. Et tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone, chers auditeurs, pour que vous puissiez poser vos questions ou bien donner peut-être un témoignage concernant une situation de bon ou de mauvais stress que vous avez vécu et comment vous avez réussi à surmonter cela. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre de bien vous porter,
quels seront donc les avantages du bon stress pour nous, pour notre santé. Eh ben, nous en parlons dans quelques instants. Valka, Issata Coulibaly, Bintou Sanogo, c'est la team du jour. Alors, professeur, oui. Merci pour cette deuxième partie que nous entamons maintenant. Alors, on va aller rapidement parce que le temps est en train de partir et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vous poser des questions. Donc, on va directement aller parler un peu des avantages même du bon stress. D'abord, les conséquences du mauvais stress et les avantages du bon stress. Bien, alors, comme je l'ai dit initialement, le stress est une relation vitale. Donc, c'est le premier avantage. Okay. C'est-à-dire sans stress, c'est-à-dire sans capacité d'adaptation, sans réaction d'adaptation au niveau de notre corps, nous allons mourir. Nous ne pouvons pas survivre sur cette terre-là. Voilà, donc, la capacité d'adaptation, c'est le premier avantage du stress. Et puis, il s'ensuit, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes dans les limites de nos capacités de réaction, de notre énergie, oui. Naturellement, le stress est bon. Il est bon parce que, imaginez, quand on est face à une situation imprévue, une situation nouvelle, une situation qui va, je veux dire, stimuler notre ego, donc nous allons sécréter des hormones de stress. D'accord. Et ces hormones de stress, comme l'adrénaline, vont générer des réactions physiologiques pour nous permettre de courir plus vite, d'être plus vigilant, d'être plus attentif, d'être plus précis, plus adroit, ainsi de suite. Donc, ça va permettre d'abord de décupler nos capacités. D'où la stimulation dans certaines situations, d'où la motivation dans d'autres situations, d'où le désir de réussir. Vous voyez. Et puis, avec la plus grande vigilance, naturellement, on va aller, on va faire l'effort qu'il faut pour être à la hauteur des défis de notre vie, de notre situation. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'on peut mettre au titre des avantages du bon stress. Voilà. Donc, pour réussir, naturellement, nous avons besoin d'avoir certains éléments extérieurs qui nous stimulent. Voilà. Donc, ces éléments extérieurs qui nous stimulent vont générer en nous du bon stress. Voilà. Le stress, il y a plusieurs types. Il y a ce qu'on va appeler le stress aigu. Donc, le stress aigu fait partie des réactions de bon stress. Donc, c'est le stress qu'on va subir lors d'une situation brusque qui intervient. Oui. Voilà. Donc, ça peut être une peur, ça peut être, je veux dire, quelqu'un qu'on voit pour la première fois. Donc, ça peut être aussi un besoin brusque d'accéder à un niveau plus élevé, que ce soit professionnellement, que ce soit socialement, que ce soit matériellement. Voilà. Donc, cela va nous permettre de décupler notre énergie, nos capacités et atteindre l'objectif. Voilà. D'accord. Est-ce que le mauvais stress peut entraîner des maladies ? Naturellement. Quand on parle de mauvais stress, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le mauvais stress, il y a l'angoisse, il y a la peur d'échouer. Oui. Voilà. Donc, il y a l'anxiété, il y a la dépression. Et c'est ce qui est en fait la base de toutes les situations de mauvaise santé. Ouais. Donc, on dit que la plupart des maladies que nous faisons sont de psychosomatiques. Donc, sont liées à l'anxiété, à la peur, à la dépression et à l'angoisse que nous subissons face au stress. Donc, le mauvais stress est la base, en fait, de la maladie. Voilà. D'accord. Okay. Donc, pour éviter d'avoir ce mauvais stress-là, vous préconisez quoi ? Pendant ce temps, le téléphone est ouvert, chers auditeurs. Nous sommes pratiquement dans les 15 dernières minutes. Donc, vous pouvez nous appeler maintenant. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On parle du stress ce matin. Est-ce que vous avez vécu une situation de stress ? Le professeur a dit que c'est vital. Donc, celui qui n'a jamais vécu une situation de bon ou de mauvais stress, c'est qu'il n'est plus en vie. Parce que c'est vital. Voilà, c'est que ce n'est pas un homme. Parce que le stress s'adresse à tout ce qui est vivant, à tout être vivant. C'est-à-dire depuis la nature végétale jusqu'à la nature humaine, jusqu'à l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on a les plantes, les végétaux, les animaux et les humains, les hommes. On subit tous du stress. Au niveau des plantes,
Vous avez par exemple, on dit que le stress est une réaction d'adaptation. Donc vous avez par exemple le tournesol. Le tournesol, c'est une plante qui va orienter sa fleur en direction du soleil. Donc le matin, lorsque le soleil se lève, toutes les fleurs du tournesol sont orientées vers l'est. À midi, c'est droit vers le soleil, vers le zénith. Et le soir, c'est orienté vers l'ouest. Donc c'est une réaction d'adaptation. C'est comme ça qui ressemble déjà au soleil même. Absolument, voilà, bien sûr. Par sa forme et toi, la couleur et tout. Exactement. Donc il y a une forme de cette identification et donc cette facilité d'adaptation par rapport à la position du soleil. D'accord. Ok. Professeur, on a déjà 2 intervenants. On va les prendre. Monsieur Zou Gervais de Yopougon. Allô? Oui, bonjour, Madame Bintou Sanogo. Monsieur Zou Gervais, bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais très très bien. Et chez vous, comment vous allez? Tout va bien, par la grâce de Dieu, merci beaucoup. Bonjour, professeur Youssouf Ouattara. Oui, bonjour, monsieur Zou, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et chez vous, professeur, comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Rapidement, j'ai 2 préoccupations. Ok. D'abord, la première, je veux savoir, est-ce qu'il y a un type d'alimentation adapté à cette personne qui fait du yoga pour dominer le stress? Et maintenant, la seconde préoccupation. Professeur, je veux savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de mauvais stress. Donc, je vais aller dans ce sens-là. Je veux savoir, est-ce qu'un mauvais stress peut entraîner un AVC? Merci à vous et très bonne émission. Ok, merci beaucoup. Monsieur Zou, vous écoutez tout à l'heure les explications du professeur. Pour ça, avant de répondre à ces 2 préoccupations, on a monsieur Mabéa Célestin de Danané qui est là. Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, on vous écoute? Oui, j'ai dit. Oui, on vous écoute, monsieur Mabéa. La suivante. Pour une personne qui n'est pas bonne, oh là là, exposée à la stress. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Qui pour une qui n'est pas en bonne santé, oui, est-ce qu'il faut pour ne pas qu'il soit exposé? Bon, c'est un peu entrecoupé, mais qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que cette personne soit exposée au stress? Bon, en tout cas, le début était vraiment entrecoupé. Ok, allons-y, professeur, déjà avec ces 3 préoccupations. Bien, alors, monsieur Zou Gervais, oui. Alors, il veut savoir le type de nourriture adaptée pour une personne qui fait du yoga. C'est ça. Bon, déjà, je veux dire que pour chaque personne, il y a un type de nourriture adapté. Parce que nous avons tous des types physiologiques différents. Oui. Donc, si on veut aller en profondeur, on doit d'abord déterminer son type physiologique. Et en fonction de ce type physiologique, il y a un type d'alimentation qu'il faut favoriser et un type d'alimentation qu'il faut réduire et un type d'alimentation qu'il faut totalement éliminer. Voilà. Donc, maintenant, alors, quand on fait du yoga, on devra fonctionner mieux selon son type physiologique. Donc, on va consommer l'alimentation qui correspond à notre type physiologique. Il y a 3 types physiologiques différents, selon la médecine ayurvédique. Donc, il y a 3 types physiologiques différents. Voilà, et il y a toute une gamme de nourriture adaptée à chaque type physiologique. Voilà, donc, dans une analyse en profondeur, voilà l'orientation qu'on prendra. Et sinon, sinon, de façon générale, on vous demandera de manger ce qui convient à votre corps. Ce qui convient à votre corps. Quand vous mangez quelque chose et que vous n'avez pas de réaction négative, naturellement, je pense que ça doit vous convenir. Mais si vous mangez quelque chose, même si aujourd'hui vous n'avez pas de réaction négative et que vous savez qu'à long terme, ça peut développer des maladies en vous, c'est que c'est mauvais pour vous. Il faudra le laisser. Que vous fassiez du yoga ou pas. D'accord. Voilà. Ok. Et le deuxième volet de sa question? Bien, le deuxième volet de sa question concerne l'AVC, n'est-ce pas? C'est-à-dire, est-ce que le mauvais stress peut aboutir à un AVC? Naturellement, les maladies du stress, c'est quoi? Ce sont les hypertensions artérielles, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Ouais, parce que lorsque nous sommes sujets à une situation de stress, la première des réactions que nous avons, comme je l'ai dit, c'est le stress aigu. Le stress aigu, c'est quoi? C'est une production d'adrénaline. L'adrénaline va aller directement dans le sang, c'est-à-dire dans le cœur, et augmenter le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque va augmenter. Alors, au niveau respiratoire, les
les voies respiratoires vont s'agrandir et la glycémie va augmenter dans le sang pour nous permettre d'avoir plus d'énergie parce que ce sucre-là, ce glucose va se transformer en énergie pour nous permettre de réagir rapidement à la situation de stress. Donc, quand nous subissons comme ça de façon régulière ce stress aigu, après, il va s'installer comme un stress chronique. Vous voyez, d'abord stress épisodique et puis ensuite un stress chronique. Quand il s'installe comme un stress chronique, donc nous avons un taux de sucre constamment élevé. Nous avons une tension artérielle qui est très élevée, au-delà de la normale. Nous avons un cœur qui bat plus vite que la normale. Les battements, le rythme normal cardiaque est entre 50 et 80 battements à la minute. Voilà. Donc, quand nous sommes dans une situation d'activité intense ou de stress, alors ce rythme-là peut aller jusqu'à 100 et descend jusqu'à 400 même. Donc, ce qui est totalement mauvais pour notre corps. C'est ça. Voilà. Mais c'est une réaction vitale, c'est-à-dire que l'organisme s'adapte aux besoins physiologiques. D'accord. Voilà. Okay. On n'avait pas bien noté la question de M. Mabéa Célestin d'Anané, s'il peut nous rappeler. On a M. Kwaku Eugène Dabobo Avocatier qui est là. Allô? Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, monsieur Kwaku Eugène. Bonjour. Je salue votre technicien. Oui. Valka. Et puis, on a le professeur avec nous ici. Et puis le consultant aussi. Oui, d'accord. Oui, bonjour, monsieur. Bon, j'ai une seule préoccupation. Allons-y. Je voudrais que votre invité explique le lien qui existe entre le stress et la peur. D'accord. Parce que, bon, j'argumente un peu. Oui, allons-y. Quelqu'un qui doit parler publiquement, bon, il veut réussir son passage. Et à la fois, on constate qu'il a peur d'échouer. Et il est stressé. Donc, j'aimerais que le professeur explique le lien entre ces deux situations. Merci. Ok, merci. Une bonne émission. Monsieur Kwaku, merci beaucoup d'avoir appelé. Depuis Abobo Avocatier, professeur. Oui, ok. Donc, merci, monsieur Kwaku, pour cette question. Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. Le stress, d'abord, sa définition. Comme je l'ai dit, et je ne cesse de le dire, que la répétition est pédagogique, le stress est une réaction d'adaptation. Quand le corps essaie de s'adapter à une nouvelle situation, on dit que le corps développe une réaction de stress. C'est ce qu'on appelle le stress. Et quand cette réaction de stress-là dépasse notre capacité de réaction, il faut quand même s'adapter à une situation dont l'adaptation est difficile. Et donc, le corps va passer à ce qu'on va appeler le mauvais stress. Vous voyez? Voilà. Donc, évidemment, le stress va générer un certain type de réaction. De ces réactions, qu'on va appeler les indicateurs de stress, il y a la peur. La peur est un indicateur de stress. Quand vous avez peur, c'est que vous êtes stressé. C'est-à-dire que quand vous avez peur, c'est que votre corps est en train de s'adapter à une situation. Donc, c'est une réaction normale. Et quelquefois, on dit même que la peur est normale. Parce que si vous n'avez pas peur, vous n'allez pas vivre plus de 10 minutes. Vous avez un grand penseur qui le dit, Damasio, il dit qu'il remercie la peur. Parce que sans la peur, on ne vivrait pas plus de 10 minutes dans ce monde tumultueux. Vous voyez? Donc, la peur est totalement normale. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre la peur comme une réaction anormale, avoir honte d'avoir peur, être frustré d'avoir peur. Non, la peur est une réaction normale. Donc, vous devez comporter bien vis-à-vis de cette peur-là, parce qu'elle vous permet de prendre conscience, d'être plus vigilant de ce que vous devez accomplir comme action, parce que vous envisagez déjà le résultat. Et par rapport au résultat que vous voulez obtenir, vous ne voulez pas échouer. Donc, c'est normal que vous ayez peur. Vous voyez? Ok. Alors, professeur, toujours pour parler de peur, hein, des personnes qui ont peur, par exemple, de l'avion, ou qui ont peur de certains animaux, par exemple, les salamandres dans les maisons. C'est que des gens, pour plusieurs personnes, notamment des femmes,
en ont une peur bleue. Voilà. Tout ça aussi, c'est le... Comment on peut expliquer ça? Et comment on fait pour dominer des gens qui ne peuvent pas prendre l'avion, qui ont peur? Bien. Alors, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet indicateur de stress, qui est la peur, survient parce que le corps subit une modification au niveau de ses réactions. Donc, le corps a une certaine intelligence qui fait qu'il va réagir en fonction des circonstances, en fonction des facteurs. Donc, la vue, par exemple, d'une bestiole, pour une certaine personne, peut générer dans son fonctionnement physiologique des sécrétions d'hormones de peur. OK? Voilà. Donc, si cela se produit, c'est normal que la personne ait peur parce que la réaction physiologique s'opère. Évidemment, il y a l'accoutumance qui peut permettre d'éliminer cette peur-là. C'est-à-dire que si vous voyez la bestiole aujourd'hui, vous avez peur, vous allez fuir de partout. Demain, si vous êtes finalement obligé de vivre en proximité d'une telle situation, naturellement, vous allez finir par vous accoutumer. Donc, vous allez finir par vous adapter. Parce que même si on a peur, le processus d'adaptation s'opère. Il s'opère progressivement jusqu'à ce qu'on finisse par s'adapter totalement et ne plus céder à la peur. C'est-à-dire que lorsque la situation survient, on la prend comme normale. Vous voyez? Et même dans le cas des choses, la peur de monter dans un avion, c'est les mêmes réactions physiologiques qui génèrent la peur. Ouais, mais si vous êtes obligé de prendre un avion, vous allez nécessairement le prendre pour des besoins professionnels et autres. Ouais, vous allez finir par vous adapter à la situation. Ouais. Justement, est-ce qu'il y a des techniques pour pouvoir s'adapter? Bien, les techniques, en fait, les techniques, ce sont les techniques de relaxation. Exprimer simplement. Yoga, méditation. Il faut s'adresser à des spécialistes. Il faut s'adresser à des spécialistes. Ce sont les techniques de relaxation. Parce qu'en fait, est-ce qu'on vous trouve partout? Bien sûr, je suis partout. Je suis joignable sur Facebook, je suis joignable sur WhatsApp, et je suis joignable au téléphone. Voilà, et je suis situé à Cocody, au Val-d'Orient. Voilà. D'accord. OK. Alors, si on n'a plus d'intervenants, on va conclure. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil? Voilà, un dernier intervenant, parce que tout à l'heure, on pourra suivre le bulletin d'information. OK. D'accord. OK, on va le prendre. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Mabea Célestin de Danané. Oui, bonjour. OK, on vous entend mieux maintenant. Bonjour. Oui, oui. D'accord. Ma question est la suivante. Je sais que le stress est une situation qui ne finira jamais avec les hommes. Mais quel type d'aliments qu'il faut consommer pour être vigoureux en face du stress? D'accord. OK. Professeur, vous avez la question de M. Mabea? Bien. Alors, merci M. Mabea. Oui. Déjà, il faut consommer des aliments, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont adaptés à notre physiologie. Ça, c'est la meilleure chose. Ne pas frustrer, ne pas agresser notre physiologie. Parce que la physiologie cherche à s'adapter. Et c'est ce qui est à l'origine du stress, et donc du mauvais stress. Donc, il faut avoir une alimentation qui est digeste, une alimentation qui est légère, une alimentation qui est riche en certains types d'éléments. Moi, je pense que les nutritionnistes sont plus à même de vous conseiller sur cet aspect-là. Oui. Maintenant, alors, pour toute personne, comment éliminer le stress? De façon générale, le meilleur remède contre le stress, c'est le repos. Le meilleur remède contre le stress, c'est le repos. Et le stress, c'est un domaine qui est tellement vaste que là, en une heure de temps, c'est clair qu'on ne pourra pas élucider tout le terme. Voilà. Donc, je pense qu'on aura l'occasion, une autre fois ou d'autres fois, de revenir un peu sur ce thème. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites aussi, qui vous permettraient de mieux comprendre et d'être mieux outillés, naturellement, pour gérer personnellement votre stress tous les jours. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le meilleur repos, le repos est le meilleur remède contre le stress. Mais où mieux gagner le repos que dans le sommeil? Et malheureusement, l'homme moderne n'a pas de bon sommeil. On dort mal. On est sujet à des troubles de sommeil, les dysomnies et les parasomnies. Ouais, insuffisance de sommeil ou excès de sommeil, retard de phase de sommeil ou avance de phase de sommeil pour d'autres. Les parasomnies comme la somniloquie, la paralysie du sommeil, le somnambulisme.
et bien de la toxomnie, et bien d'autres situations qui montrent que nous sommes enfin dans une situation difficile. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Mabea. Oui. Et on vous souhaite une bonne journée à Danané. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup. Alors, là, Valka veut savoir, professeur, qu'est-ce qu'on appelle bon sommeil? C'est quoi un bon sommeil? Alors qu'on a déjà terminé. En quelques secondes, ce qui est sûr, vous reviendrez, professeur, pour parler des troubles du sommeil. Parce que là, ça serait une émission entière. Mais en quelques mots, c'est quoi un bon sommeil, professeur? En quelques secondes, hein, parce qu'il est déjà l'heure du journal. En fait, le sommeil, il évolue par cycle. Déjà, un cycle dure environ 1h30. Il est bon de faire au moins 4 à 5 cycles de sommeil par nuit. Quand on fait 4 à 5 cycles de sommeil, ça va faire environ 6 heures de temps de sommeil. C'est bon. Alors, dans le sommeil, il y a plusieurs phases. Il faudrait que nous puissions être capables de faire toutes ces phases-là naturellement. C'est-à-dire 15 minutes de sommeil paradoxal et 1h15 de sommeil non paradoxal. Il faudrait que ces différentes phases-là soient respectées pendant que nous dormons dans les différents cycles. C'est automatique, c'est géré par ce qu'on appelle le système nerveux autonome ou végétatif. Ce n'est pas nous qui le gérons, mais c'est la preuve que nous sommes en bonne santé et que nous avons un niveau de stress qui n'est pas aussi élevé pour empêcher notre corps de bien fonctionner. Voilà. Donc, Dieu prend soin de nous. Amen. Merci beaucoup, professeur. Alors, on retient quoi ce matin, rapidement? Bien, alors, on retient que le stress n'est pas la chose aussi mauvaise qu'on le dépeint continuellement. Il y a ce qu'on appelle le bon stress, il y a ce qu'on appelle le mauvais stress. Il faut pouvoir différencier les deux et évidemment savoir de façon générale c'est quoi le stress. C'est purement simplement une réaction d'adaptation. La réaction d'adaptation est bonne lorsqu'elle est dans les limites de nos capacités de réaction et elle est mauvaise quand elle dépasse les limites de nos capacités de réaction. Voilà. Et naturellement, pour éliminer le stress, c'est le repos. Et le repos, comme on ne le gagne pas dans le sommeil, il y a des techniques comme la méditation, le yoga, les techniques de relaxation qui permettent de gérer, d'éliminer le stress. D'accord. Merci beaucoup, professeur Issouf Ouattara. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, mais on va regarder ça pour la prochaine fois. Est-ce que quelqu'un qui fait du yoga peut manger de la viande? Bien sûr, il peut manger de la viande. Je répondais à la question. Merci, professeur. Merci d'être venu ce matin pour nous parler du stress. Le plaisir était le mien. Des solutions pour être dans le bon stress, parce que tant qu'on vit, il y aura toujours le stress, parce que c'est vital. Merci beaucoup. Vous êtes professeur de méditation transcendantale et de yoga. On vous souhaite une bonne continuation et puis on se retrouve très prochainement sur Radio Côte d'Ivoire. Merci, bientôt. Pour d'autres sujets, pour d'autres thèmes. Absolument. Voilà. Merci, à bientôt. Allez, merci beaucoup. Aïssata, merci beaucoup. Et Valka, merci beaucoup. Bintou Sanogo était au micro. Le bulletin d'information, c'est dans quelques instants sur Radio Côte d'Ivoire. Demain, on parle avec le biomédecin, chercheur, Dr Diamana. Soyez avec nous dès 9h. D'ici là, portez-vous bien, mais n'oubliez pas que chaque soir, pratiquement les mardis et les mercredis nuit, vous avez la rediffusion de Santé Plurielle à partir de 22h30. Donc, vous pouvez également réécouter certaines émissions que nous avons déjà eues dans la journée. Portons-nous tous très bien et à demain par la grâce de Dieu. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.